J'ai découvert la vérité un jeudi soir en signant un chèque. Un chèque de 200 000 euros. Pour mon investisseur principal. L'homme qui avait cru en mon projet quand personne d'autre n'y croyait. Celui qui m'avait sauvé de la faillite il y a 18 mois. Monsieur Laurent Dubois. Le nom était imprimé sur le chèque. Un nom que je connaissais par cœur. Que j'avais écrit des dizaines de fois. Que je prononçais avec reconnaissance à chaque réunion du conseil d'administration. Mais ce soir-là, ce nom a pris une toute autre signification. Parce que ce soir-là, j'ai trouvé un message sur le téléphone de ma femme. Un message qu'elle avait oublié d'effacer. Ou peut-être qu'elle s'en fichait désormais. Mon Laurent, tu me manques. Vivement demain soir. Laurent. Pas Monsieur Dubois. Pas l'investisseur. Laurent. Mon Laurent. J'ai relu le message 10 fois. 20 fois. Cherchant une autre explication. Un autre Laurent. Une erreur. Une confusion. Mais au fond de moi, je savais déjà. L'homme qui finançait mon entreprise couchait avec ma femme. Je m'appelle Maxime Ferrand. 38 ans. Entrepreneur dans la tech. J'ai créé une start-up de logiciels de gestion il y a 5 ans. Les 3 premières années ont été difficiles. Très difficiles. On survivait à peine. Chloé, ma femme, travaillait comme juriste pour payer nos factures pendant que je construisais mon rêve. Elle ne s'est jamais plainte. Jamais. Elle croyait en moi. Du moins, c'est ce que je pensais. Il y a 18 mois, nous étions au bord du gouffre. Plus de trésorerie. Les créanciers qui menaçaient. Les employés qu'il fallait licencier. J'étais à 2 doigts de tout abandonner. Et puis Laurent Dubois est apparu. Investisseur providentiel. 55 ans. Fortune colossale bâtie dans l'immobilier. Reconversion dans le capital risque. Réputation impeccable. Le genre d'homme que tout entrepreneur rêve de rencontrer. Il m'avait contacté après avoir lu un article sur ma boîte. Intéressé par notre technologie. Par notre vision. Il voulait investir. 2 millions d'euros. En échange de 30% des parts. J'avais accepté sans hésiter. C'était mon ticket de survie. Notre renaissance. Chloé avait été aux anges. Enfin, disait-elle. Enfin, nos sacrifices portaient leurs fruits. Enfin, nous pouvions respirer. Les mois suivants avaient été extraordinaires. L'argent de Laurent nous avait permis d'embaucher, de développer, de conquérir de nouveaux marchés. Ma boîte décollait. Mon rêve se réalisait. Et ma femme changeait. Subtilement d'abord. De nouveaux vêtements. Plus élégants, plus chers. Elle justifiait par son augmentation au cabinet d'avocats. Puis de nouveaux horaires, des soirées tardives, des week-ends occupés, des réunions importantes, des clients exigeants. J'étais trop absorbé par l'entreprise pour vraiment remarquer. Ou peut-être que je ne voulais pas voir. C'est plus facile de ne pas voir. Laurent venait régulièrement au bureau. Réunions stratégiques. Conseil d'administration. Il était présent, investi, protecteur même. Il me tutoyait maintenant, m'appelait par mon prénom. Nous déjeunions ensemble, discutions stratégie, projets futurs. Il était devenu plus qu'un investisseur, un mentor, presque un ami. Chloé l'avait rencontré plusieurs fois, dîner d'affaires, cocktail de l'entreprise, événements professionnels. Elle le trouvait charmant, intelligent, inspirant. Maintenant, je comprenais pourquoi. Le message sur son téléphone. Mon Laurent, tu me manques. J'étais assis dans notre salon. Le chèque non signé devant moi. Le téléphone de Chloé dans ma main. Elle était sous la douche. Fredonnait une chanson. Heureuse, insouciante. J'ai continué à souiller. Je sais, violation de la vie privée, trahison de la confiance. Mais à ce stade, qu'est-ce que ça changeait? Les messages remontaient sur des mois, 6 mois, peut-être plus. Rendez-vous dans des hôtels, restaurants discrets, déclarations passionnées, projets d'avenir. Il lui parlait de quitter sa femme. Elle lui parlait de me quitter. Ils attendaient juste le bon moment, la bonne stratégie. Mon sang se glaçait au fur et à mesure que je lisais. Puis j'ai trouvé autre chose, des échanges sur mon entreprise, sur moi, sur mes décisions stratégiques. Laurent demandait à Chloé des informations. Elle les lui donnait. Contrats sensibles, négociations en cours, faiblesse de certains employés. Tout. Ma femme était son informatrice, son espionne. Et moi, j'étais quoi? Le cocu qui signait les chèques. L'idiot qui construisait une entreprise pendant que sa femme et son investisseur planifiaient leur avenir ensemble. La douche s'est arrêtée. J'ai remis le téléphone exactement où je l'avais trouvé. Me suis ressaisi. Respiré profondément. Chloé est sortie de la salle de bain. Cheveux mouillés. Peignoir blanc. Belle comme toujours. Comment avais-je pu ne rien voir? Tu n'as pas signé le chèque,
a-t-elle remarqué en regardant la table. Non, pas encore. Tu devrais. Laurent attend son versement trimestriel. Laurent. Elle prononçait son nom avec une familiarité qui me brûlait maintenant. Oui, je sais, je vais le faire. Elle s'est approchée, a posé une main sur mon épaule. Sa paume était tiède à travers ma chemise. Ça va? Tu as l'air tendu. Juste fatigué. Beaucoup de boulot. Tu travailles trop. Tu devrais déléguer davantage. C'est mon entreprise, ma responsabilité. Notre entreprise. Nous avons tout construit ensemble, non? Oui, ensemble. Le mot me brûlait la gorge. Ensemble. Quel mensonge. Elle m'a embrassé sur le front. Geste machinal. Sans passion. Puis est allée dans la cuisine préparer le dîner. Je suis resté là, regardant ce chèque. Ce morceau de papier qui représentait mon lien avec l'homme qui me trahissait. Qui nous trahissait tous. J'aurais pu le déchirer. Arrêter les paiements. Dénoncer Laurent. Expulser Chloé. Tout faire exploser. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'une idée germe dans mon esprit. Froide, calculée, dangereuse. Si Laurent voulait jouer avec ma vie, très bien, j'allais jouer aussi. Mais à ma manière, avec mes règles. J'ai signé le chèque, lentement, méthodiquement. Puis je l'ai mis dans une enveloppe. Le lendemain, je suis allé au bureau comme d'habitude. Réunion, email, décision stratégique. Vie normale en apparence. Mais dans ma tête, je planifiais, analysais, calculais. Laurent devait passer en fin d'après-midi. Réunion hebdomadaire. Point sur les finances. Les projets en cours. Il est arrivé à 17 heures précises. Costume impeccable. Sourire confiant. Poignée de main ferme. Maxime, comment vas-tu? Bien. Très bien même. Les chiffres sont excellents ce trimestre. J'ai vu ça. Tu as fait un travail remarquable. Nous avons fait un travail remarquable. Sans ton investissement, rien de tout ça ne serait possible. Il a souri. Ce sourire satisfait de quelqu'un qui pense avoir tout sous contrôle. C'est un plaisir de travailler avec toi. Tu es brillant, prometteur. J'ai eu raison de parier sur toi. Parier, comme si j'étais un cheval de course. Un investissement, une propriété. Nous nous sommes installés dans la salle de réunion. J'ai sorti les rapports financiers, les projections. Tout était en ordre. Parfait même. Laurent écoutait attentivement, posait des questions pertinentes, donnait des conseils avisés. À un moment, il a demandé des nouvelles de Chloé. Comment va ta femme? Toujours aussi investie dans son cabinet. Mon cœur a fait un bond, mais j'ai gardé mon visage neutre. Oui, elle travaille beaucoup. Trop même. Je la vois à peine en ce moment. Les femmes ambitieuses. C'est admirable, mais compliqué pour la vie de couple. Tu parles d'expérience, Hilary. Ma femme et moi, disons que nous avons trouvé un arrangement. Elle a sa vie, j'ai la mienne. Ça fonctionne mieux ainsi. Un arrangement. Quel euphémisme élégant pour parler de trahison mutuelle. La réunion s'est terminée. Laurent est parti avec son chèque. Content, satisfait, aveugle à ce que je savais désormais. Le soir même, Chloé est rentrée tard. 22 heures. Maquillage légèrement effacé. Parfum différent. Désolé. Dîner client qui s'est éternisé. C'est bon, j'ai mangé seul. Elle a posé son sac, enlevé ses talons. S'est assise sur le canapé avec un soupir. Fatiguée, ai-je demandé? Épuisée. Tu devrais peut-être ralentir. Prendre des vacances. Bientôt. Dès que ce dossier sera bouclé. Quel dossier? Elle a marqué une pause. Imperceptible. Mais je l'ai vu. Un nouveau client. Grosse affaire. Confidentielle pour le moment. Bien sûr. Confidentielle. Nous sommes allés nous coucher. Elle s'est endormie rapidement. Moi, je suis resté éveillé. À fixer le plafond. À élaborer mon plan. Les jours suivants, j'ai commencé à creuser. Discrètement. Méthodiquement. J'ai engagé un détective privé. Marc Blanchard. Ancien flic reconverti. Recommandé par un ami. Discrétion garantie. Je lui ai donné des noms. Chloé. Laurent. Des dates. Des lieux suspects. Trouvez-moi des preuves. Photos. Vidéos. Tout ce qui peut confirmer ce que je soupçonne. Marc m'a regardé avec cette expression que doivent avoir tous les détectives face au mari trompé. Pitié mêlée de professionnalisme. Vous êtes sûr de vouloir savoir? Parfois, l'ignorance est plus confortable. Je suis déjà au-delà du confort. Je veux la vérité. Très bien. Ça prendra quelques semaines. Peut-être moins. Ça a pris 10 jours. Marc m'a appelé un matin. Voix neutre. Factuelle. J'ai ce que vous cherchez. On se retrouve où? Votre bureau. 1 heure.
Il est arrivé avec une enveloppe Kraft, l'a posée sur mon bureau, sans un mot. À l'intérieur, des photos. Beaucoup de photos. Chloé et Laurent, entrant dans un hôtel de luxe, main dans la main, s'embrassant dans un parking souterrain, déjeunant en terrasse dans une ville où ni l'un ni l'autre n'était censé être. Date, heure, lieu, tout était documenté, irréfutable. Marc a aussi sorti un enregistrement audio. Conversation captée dans un restaurant. La voix de Chloé. Claire, reconnaissable. Encore combien de temps, Laurent? Je ne supporte plus cette situation. La voix de Laurent, apaisante, manipulatrice. Bientôt, ma belle. Je dois d'abord sécuriser quelques investissements, m'assurer que le divorce avec Véronique ne me coûte pas trop cher. Et côté entreprise, je dois consolider ma position chez Maxime avant de. Avant de quoi? Avant de prendre le contrôle total. Encore 6 mois. 1 an maximum. Et ensuite, nous serons libres. Toi et moi. Et Maxime. Maxime n'est pas un problème. C'est un idéaliste. Un rêveur. Il me fait confiance aveuglément. Quand le moment viendra, il signera tout ce que je voudrais. Tu es sûr? J'en suis certain. Et si jamais il résiste, j'ai suffisamment d'informations grâce à toi pour le coincer. Infraction fiscale mineure. Irrégularité comptable. Rien de grave, mais suffisant pour le faire plier. Mon sang bouillait en écoutant. Il ne parlait pas juste d'une liaison. Il parlait de me détruire, de voler mon entreprise, de ruiner tout ce que j'avais construit. Marc me regardait, attendant ma réaction. Vous voulez que je continue à creuser? Non. C'est suffisant. Combien je vous dois? Il m'a donné un chiffre. J'ai payé. En liquide, sans poser de questions. Qu'allez-vous faire? A-t-il demandé avant de partir. Je ne sais pas encore. Mais ils vont regretter. Faites attention. Des types comme Dubois ont des ressources, du pouvoir, des connexions. Moi aussi. Ils vont le découvrir. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Continuer à vivre normalement. Embrasser Chloé le matin. Serrer la main de Laurent lors des réunions. Sourire. Parler affaires. Faire semblant que tout allait bien. Alors que chaque fibre de mon être hurlait de rage. Mais je me contrôlais. Parce que j'avais un plan maintenant. Un plan qui nécessitait de la patience. De la précision. Et surtout, que personne ne soupçonne que je savais. J'ai commencé par analyser ma situation stratégiquement. Comme un problème d'entreprise à résoudre. Froidement. Rationnellement. Position de Laurent dans mon entreprise. 30% des parts. Siège au conseil d'administration. Droit de veto sur les décisions majeures. Accès complet aux finances. Position de Chloé dans ma vie. Mariée depuis 9 ans. Régime de la communauté. En cas de divorce, elle aurait droit à la moitié de tout, y compris mes parts dans l'entreprise. Si je divorçais maintenant, je perdrais 35% de mes propres parts. Laurent en possédait déjà 30. Ensemble, ils contrôleraient 65% de mon entreprise. Je serais éjecté de ma propre création. Non. Il fallait une autre approche. J'ai appelé mon avocat. Maître Rousseau, spécialiste du droit des affaires. Quelqu'un en qui j'ai confiance. J'ai besoin de conseils. Strictement confidentiels. Bien sûr. De quoi s'agit-il? Je lui ai expliqué. Pas tout. Juste l'essentiel. Un investisseur qui pourrait tenter une prise de contrôle hostile. Comment me protéger? Il a réfléchi longuement. Plusieurs options. Dilution des parts. Augmentation de capital avec nouveaux investisseurs. Clause anti-OPA dans les statuts. Pacte d'actionnaires renforcé. Et si l'investisseur a des alliés à l'intérieur, alors c'est plus compliqué. Il faudrait identifier ses alliés, les neutraliser ou les retourner contre lui. J'ai pris des notes, élaboré différents scénarios. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai commencé à enquêter sur Laurent Dubois. Si lui avait des secrets, j'allais les trouver et les utiliser. J'ai contacté un ami journaliste, Thomas, spécialisé dans les enquêtes financières. Je lui devais un service depuis qu'il avait écrit un article élogieux sur ma boîte. J'ai besoin d'informations sur quelqu'un. Laurent Dubois, investisseur immobilier. Le type qui finance ta start-up. Exactement. Je veux savoir d'où vient vraiment son argent. Ses deals, ses méthodes, tout ce qui ne figure pas dans les biographies officielles. Tu suspectes quelque chose. Disons que j'aime savoir avec qui je fais affaire. Thomas a accepté, par curiosité professionnelle autant que par amitié. 2 semaines plus tard, il m'a rappelé.
Sa voix était différente, plus grave, prudente. On doit se voir, mais pas au téléphone et pas dans un lieu public. On s'est retrouvés dans un parking souterrain, comme dans les films. Ridicule et nécessaire à la fois. Thomas m'a tendu un dossier. Épais, documenté. Ton Laurent Dubois n'est pas aussi clean qu'il veut le faire croire. Explique. Sa fortune initiale. Officiellement, c'est de l'immobilier. Achat opportuniste après la crise de 2008. Revente juteuse. Histoire classique. Et officieusement. Officieusement, il a des liens avec des gens très particuliers. Des hommes d'affaires russes. Des fonds d'investissement basés dans des paradis fiscaux. Des transactions suspectes qui ressemblent fortement à du blanchiment. Tu as des preuves, des indices, des connexions troublantes. Rien d'assez solide pour publier, mais suffisant pour se poser de sérieuses questions. Il a feuilleté le dossier, m'a montré des schémas, des flux financiers complexes, des sociétés écrans imbriquées les unes dans les autres. Regarde ici, une société luxembourgeoise. Là, un compte aux îles Caïmans. Ici, une transaction avec une entreprise chypriote connue pour ses liens avec la mafia russe. Mon Dieu, il y a autre chose. Des rumeurs, jamais confirmées, jamais publiées parce qu'aucune victime n'a jamais porté plainte. Quel genre de rumeurs? Dubois aurait une méthode particulière. Il investit dans des startups prometteuses, gagne la confiance du fondateur, puis utilise des informations privilégiées pour soit prendre le contrôle, soit saboter l'entreprise et racheter les parts à vil prix. Combien de fois? Au moins 4 cas que j'ai identifiés, peut-être plus. Les fondateurs ont tous fini ruinés, déprimés. Certains ont carrément disparu de la circulation. Pourquoi personne ne l'arrête? Parce qu'il est intelligent, prudent, et surtout, il a des protections. Des amis haut placés, des politiciens, des magistrats, des journalistes. Il finance des campagnes, des fondations, des œuvres caritatives. Il s'est construit une réputation de bienfaiteur. Alors je suis sa prochaine victime. Tu pourrais naître, ou tu pourrais être celui qui le fait tomber. Si tu es assez malin et assez courageux. J'ai pris le dossier, remercié Thomas, lui ai fait promettre de ne parler de ça à personne. Puis je suis rentré chez moi et enfermé le dossier dans un coffre-fort que Chloé ne connaissait pas. Le soir même, elle est rentrée de bonne humeur, inhabituellement joyeuse. J'ai une bonne nouvelle, a-t-elle annoncé en posant son sac. Je t'écoute. Le cabinet m'a proposé un partenariat. Je vais devenir associé. C'est génial. Félicitations. Je l'ai serré dans mes bras, senti contre moi. Cette femme que j'avais aimée, qui me trahissait. On devrait fêter ça, a-t-elle dit. Bien sûr. Demain soir. Dîner dans ton restaurant préféré. Elle a souri. Ce sourire que je connaissais par cœur, mais qui me semblait maintenant faux. Calculé. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle, j'ai pensé à notre histoire. 9 ans de mariage. 12 ans ensemble. Comment en étions-nous arrivés là? Quand avait-elle cessé de m'aimer? Ou peut-être qu'elle ne m'avait jamais vraiment aimé. Peut-être que j'avais été un projet. Un investissement. Quelqu'un avec du potentiel qu'elle pouvait façonner. Et maintenant que j'avais réussi, que mon entreprise valait des millions, elle passait à l'étape suivante. Me remplacer par quelqu'un de plus riche, de plus puissant. Laurent Dubois. Le lendemain, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mes 2 associés minoritaires, Pierre et Karim, mes amis depuis la création d'entreprise. Ceux qui étaient là avant l'argent de Laurent. Je leur ai tout raconté. Chloé, Laurent, le complot, les preuves, ils étaient sous le choc. Putain, assise laitière, ce salopard nous a tous manipulés. Qu'est-ce qu'on fait? A demandé Karim. On se bat, mais intelligemment. Je vais avoir besoin de vous, de votre loyauté, de votre soutien. Tu les as, sans condition. Nous avons élaboré une stratégie, complexe, risquée, mais nécessaire. Première étape, diluer les parts de Laurent sans qu'il s'en rende compte. Comment? A demandé Pierre. Augmentation de capital. On fait entrer de nouveaux investisseurs, officiellement, pour financer notre expansion internationale. Laurent ne pourra pas refuser. Ce serait mauvais pour l'entreprise. Mais il devra approuver. Il a un droit de veto. Pas sur les décisions stratégiques qui augmentent la valeur de l'entreprise. J'ai relu les statuts. C'est ambigu. On peut exploiter cette faille. Deuxième étape, rassembler suffisamment de preuves contre Laurent pour le coincer. Le dossier de Thomas était un début. Mais il fallait plus.
Des connexions directes entre lui et des activités illégales, des témoignages, des documents. J'ai contacté d'autres entrepreneurs. Ceux qui avaient travaillé avec Laurent par le passé. Ceux dont les entreprises avaient mystérieusement coulé. La plupart refusaient de parler. Par peur, par honte, par clause de confidentialité. Mais j'en ai trouvé un. Mathieu Legrand, ancien patron d'une start-up de logistique, ruiné 3 ans plus tôt. On s'est retrouvés dans un café discret. Il avait vieilli prématurément. Cheveux gris, rides profondes, regard hanté. Dubois vous a contacté. A-t-il deviné immédiatement? Comment vous savez? Parce que vous avez la même tête que moi il y a 3 ans. Désespéré, cherchant des réponses, espérant qu'il y a une solution. Il y en a une. Il a ri amèrement. Non, il n'y en a pas. Dubois gagne toujours. Toujours. Il a trop d'argent, trop de pouvoir, trop de connexions. Racontez-moi ce qui s'est passé. Il a bu une gorgée de café. Ses mains tremblaient légèrement. Comme vous, j'imagine. Il a investi et est devenu indispensable. Puis il a commencé à demander plus. Plus de contrôle, plus d'informations, plus d'influence sur mes décisions. Quand j'ai voulu résister, il a sorti des dossiers. Des irrégularités qu'il avait lui-même créées. Des factures douteuses, des transactions suspectes. Tout était faux. Mais ça avait l'air vrai. Il m'a forcé à vendre mes parts. Pour une bouchée de pain. Puis il a revendu l'entreprise avec une énorme plus-value. Et personne n'a rien fait. J'ai essayé de porter plainte. Les avocats m'ont ri au nez. Pas assez de preuves. Et Dubois avait des témoins. Des experts. Tout un système pour se protéger. Votre femme était au courant. Il a levé les yeux vers moi, surprise dans son regard. Comment vous? Parce que c'est son mode opératoire. Il séduit les femmes de ses cibles, les utilise pour obtenir des informations, puis les jette quand il a fini. Mathieu a fermé les yeux. Oui, ma femme, Sandrine. Elle est partie avec lui, pendant 6 mois. Puis il l'a larguée. Elle est revenue, brisée. Notre mariage n'a pas survécu. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Soyez en colère. Et si vous avez une chance de le faire tomber, saisissez-la. Pour vous, pour moi, pour tous ceux qu'il a détruits. J'ai besoin de votre témoignage. Officiel, devant un avocat. Il a secoué la tête. Je ne peux pas. J'ai signé un accord de confidentialité. S'il l'apprend, il me poursuit. Je suis déjà ruiné. Je ne peux pas me permettre plus de procès. Et si je vous protège, si je trouve un moyen de vous garantir l'immunité? Il m'a regardé longuement, cherchant de l'espoir dans mes yeux. Vous êtes sérieux? Très sérieux. Alors, peut-être. Mais vous devez comprendre. Dubois ne joue pas selon les règles. Il est dangereux, vraiment dangereux. Je commence à m'en rendre compte. Je suis rentré ce soir-là avec encore plus de détermination. Laurent Dubois n'était pas juste un rival amoureux. C'était un prédateur, un sociopathe qui détruisait des vies par plaisir et profit. Et il avait fait de moi sa prochaine cible. Mais contrairement à ses victimes précédentes, j'allais me battre. Intelligemment, stratégiquement. Parce que j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas. J'avais la connaissance, des preuves, des alliés. Et surtout, j'avais la rage. Le vendredi suivant, Laurent est venu au bureau pour notre réunion hebdomadaire. Comme d'habitude, souriant, confiant. « Maxime, tu as l'air en forme. Toi aussi. Les affaires marchent bien. Toujours. D'ailleurs, j'ai une proposition à te faire. » Mon cœur s'est accéléré. C'était ça, le moment où il allait montrer son vrai visage. « Je t'écoute. J'ai des contacts en Allemagne. Un fonds d'investissement très intéressé par ta technologie. Il voudrait entrer au capital. Investissement important. 20 millions. C'est énorme. Oui, mais il y a une condition. Ils veulent une restructuration du capital. Dilution des parts actuelles. Nouvelle répartition du pouvoir décisionnel. Traduction. Ils voulaient me faire perdre le contrôle. En douceur. Légalement. J'ai fait semblant de réfléchir. C'est intéressant. Mais je dois en discuter avec mes associés. Avec ma femme aussi. C'est qu'une décision importante. Bien sûr. Prends ton temps. Mais pas trop. Ce genre d'opportunité ne se présente pas souvent. Je comprends. Après son départ, Pierre est entré dans mon bureau. C'était ça, non? Le piège. Oui, il commence son offensive. On doit accélérer notre plan. Les nouveaux investisseurs sont prêts. Oui, 2 fonds américains. Vérifiés, propres,
Ils acceptent nos conditions. Alors on lance l'augmentation de capital. Lundi, avant que Laurent puisse réagir. Pierre a souri. Ça va être la guerre. Elle l'est déjà. On vient juste de commencer à riposter. Le lundi matin, nous avons convoqué un conseil d'administration extraordinaire. Laurent n'était pas content. Il n'aimait pas les surprises. Surtout celles qu'il ne contrôlait pas. « C'est quoi cette urgence ?» a-t-il demandé en entrant dans la salle de réunion. Une opportunité exceptionnelle. Je voulais que tout le conseil soit informé en même temps. J'ai projeté la présentation sur l'écran. 2 fonds d'investissement américains. 15 millions d'euros. Expansion internationale. Nouveau marché. Laurent écoutait. Son visage ne trahissait rien. Mais je voyais ses mâchoires se serrer. « C'est très rapide », a-t-il fini par dire. Ce genre d'opération nécessite du temps, de l'analyse, de la vérification. Nous avons déjà tout vérifié. Les fonds sont sérieux, les conditions excellentes et le timing est parfait. Nous avons une fenêtre de 3 jours pour accepter ou ils passent à un concurrent. 3 jours. Pratique, c'est le marché. On prend ou on laisse. Pierre et Karim ont fait semblant de découvrir l'information. Ont posé des questions pertinentes, ont montré leur enthousiasme. Laurent était coincé. S'il refusait, il passerait pour celui qui bloque la croissance de l'entreprise. S'il acceptait, ses parts seraient diluées. Il perdrait du pouvoir. « Je veux voir les contrats en détail », a-t-il dit finalement. Bien sûr, Maître Rousseau a tout préparé. Les documents sont à ta disposition. Et ta femme, elle a validé juridiquement. J'ai senti le piège. Il voulait savoir si Chloé était au courant. Si elle lui avait déjà parlé. Pas encore. Je voulais d'abord l'accord du conseil. Mais je lui en parlerai ce soir, évidemment. Évidemment. Le conseil a voté. 3 voix pour. 1 abstention. Laurent. Stratégiquement, il ne pouvait pas voter contre. Mais il ne voulait pas non plus approuver. L'abstention était sa seule option. Parfait, ai-je conclu. Nous lançons l'opération immédiatement. Après la réunion, Laurent m'a retenu. Maxime, un mot. Oui, cette opération. Tu es sûr que c'est la bonne décision? Absolument. Pourquoi? Parce que faire entrer de nouveaux actionnaires change la dynamique, notre relation, notre confiance mutuelle. Notre relation reste la même. Tu es mon premier investisseur, mon mentor. Rien ne change. Tout change quand on dilue le pouvoir. Ton pouvoir reste conséquent. Tu auras toujours un siège au conseil, un droit de regard sur les décisions majeures. Mais moins de contrôle. Nous avons tous moins de contrôle. Moi y compris. C'est le prix de la croissance. Il m'a regardé longuement, essayant de détecter si je savais, si je jouais avec lui. Très bien, mais je veux rencontrer ces investisseurs américains, personnellement, avant la signature finale. Aucun problème. Je vais organiser une visioconférence. Je préférerais en face à face. Ils sont à New York, San Francisco. Difficile de les faire venir en 3 jours. Alors repoussons la deadline. Ce n'est pas possible. Tu connais les Américains. C'est maintenant ou jamais. Laurent a souri. Mais ce n'était plus un sourire amical. C'était un avertissement. Tu es en train de jouer un jeu dangereux, Maxime. Je construis mon entreprise, comme tu m'as appris à le faire. Il est parti, et j'ai su que désormais, les masques étaient tombés. Il savait que je savais, ou du moins, il soupçonnait. La guerre était déclarée. Le soir même, je suis rentré plus tôt que d'habitude. Chloé n'était pas encore là. J'en ai profité pour installer des caméras de surveillance, petites, discrètes, dans le salon, la cuisine, l'entrée. Je sais, c'était illégal. Mais à ce stade, la légalité n'était plus ma priorité. Chloé est arrivée vers 20h. Téléphone collé à l'oreille. Elle parlait à voix basse. A raccroché précipitamment en me voyant. « Tu es là », a-t-elle dit avec un sourire forcé. « Oui. J'avais envie de passer une soirée tranquille avec ma femme. » « C'est gentil. » Elle a posé son sac. Est allée dans la cuisine. Je l'ai suivie. « Comment s'est passée ta journée ?»« Bien. » « Et la tienne, intéressante. Nous avons fait entrer de nouveaux investisseurs. Grosse opération. Elle s'est figée. À peine. Mais je l'ai remarqué. Ah oui, c'est bien. Tu ne me demandes pas les détails, si tu veux m'en parler. 15 millions d'euros. 2 fonds américains. Ça va diluer les parts de Laurent, évidemment. Mais c'est nécessaire pour notre expansion. Je voyais ses mains trembler légèrement en sortant des verres du placard. Laurent est d'accord. Il s'est abstenu lors du vote. Mais il ne peut pas bloquer. C'est trop bon pour l'entreprise. Je vois. Elle a versé du vin.
Bu une grande gorgée. Trop grande, trop rapide. Je dois passer un coup de fil, a-t-elle dit soudainement. Un client, à 20 heures, décalage horaire, client asiatique. Elle est sortie sur le balcon, téléphone en main. J'ai discrètement activé l'application de surveillance. Audio parfaitement clair. Sa voix, paniquée. Laurent, il a fait quelque chose. Les investisseurs américains, il ne m'en a pas parlé. Rien. C'est passé sans que je sache. La voix de Laurent, froide, contrôlée. Calme-toi. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Elle lui a raconté. Tout ce que je venais de lui dire. Chaque détail. Merde, a juré Laurent. Il joue plus intelligent que prévu. Mais ce n'est pas grave. J'ai d'autres cartes. Lesquelles? Laisse-moi gérer. De ton côté, continue à surveiller. Rapporte-moi tout. Absolument tout ce qu'il fait. Ce qu'il dit. Avec qui il parle? Laurent. J'en ai marre. C'est mon mari. Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer. Tu veux renoncer maintenant? Après tout ce qu'on a investi. Après tous nos plans. Non mais c'est plus difficile que je pensais. Tu l'aimes encore? Silence. Chloé. Tu l'aimes encore? C'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Soit tu veux la vie que je peux t'offrir, le pouvoir, l'argent, la liberté. Soit tu retournes à ta petite existence de femme de start-up. À tes soirées pizza devant Netflix. À tes vacances en camping. Ce n'est pas juste une question d'argent. Bien sûr que si. Ça a toujours été une question d'argent. Et de pouvoir. Tu es ambitieuse, Chloé. C'est ce que j'aime chez toi. Ne laisse pas une culpabilité mal placée ruiner notre avenir. Je sais mais rien. On termine ce qu'on a commencé. Dans 6 mois, Maxime n'aura plus rien. Et nous aurons tout. Ensemble. D'accord? Bien. Maintenant rentre. Souris. Joue ton rôle. Tu es excellente à ça. Elle a raccroché. Est restée quelques instants sur le balcon, respirant profondément, recomposant son visage. Puis elle est rentrée, souriante, légère, l'actrice parfaite. Tout va bien? Ai-je demandé. Oui. Client content. Contrat signé. Génial. Nous avons dîné. Parlé de tout de rien. Elle riait à mes blagues, touchait ma main, jouait son rôle à la perfection. Et moi, je jouais le mien. Le mari naïf, aveugle, confiant. Cette nuit-là, elle s'est endormie rapidement, épuisée par sa double vie, par ses mensonges. Moi, j'ai écouté l'enregistrement. Encore et encore. Chaque mot me brûlait. Mais je ne pouvais pas laisser l'émotion prendre le dessus. J'avais besoin de cette rage, froide, calculée, pour ce qui allait suivre. Le lendemain, Laurent a contre-attaqué. Il a contacté certains de nos clients majeurs, semé le doute, suggéré que l'entreprise était instable, que de nouveaux investisseurs signifiaient des problèmes financiers. 2 clients ont annulé leur contrat. D'autres demandaient des garanties supplémentaires. Pierre est entré dans mon bureau, visage fermé. Laurent sabote, activement. Je sais, j'ai vu les emails, les appels. Qu'est-ce qu'on fait? On accélère. Les Américains signent demain. Dès que c'est fait, Laurent perd officiellement son pouvoir de nuisance. Et s'il trouve un moyen de bloquer, il ne pourra pas. Les contrats sont verrouillés. Maître Rousseau a tout sécurisé. Le soir, j'ai reçu un message anonyme. Numéro masqué. Une photo. Moi, sortant du bureau du détective Marc. Daté de 2 semaines plus tôt. Accompagné d'un texte. On sait ce que tu fais. On sait que tu enquêtes. Arrête maintenant ou ça va très mal se terminer. Laurent. Il me faisait suivre. Depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'il savait d'autre? J'ai appelé Marc immédiatement. Quelqu'un m'a suivi, jusqu'à chez toi, il y a 2 semaines. Merde. Tu penses que c'est Dubois? Qui d'autre? Ça change tout. S'il sait que tu enquêtes, il va couvrir ses traces. Peut-être même te devancer. Comment? Porter plainte contre toi. Pour diffamation. Harcèlement. Il peut monter un dossier. T'accuser avant que tu puisses l'accuser. On ne peut pas le laisser faire. Alors on doit frapper maintenant. Avant qu'il soit prêt. Frapper comment? Avec tout ce qu'on a. Les preuves, les témoignages. Mathieu Legrand. Les connexions avec la mafia russe. Tout. Ce n'est pas suffisant pour une condamnation. Mais c'est suffisant pour créer un scandale. Pour alerter les autorités financières. Pour faire peur à ses autres investisseurs. Pour le forcer à lâcher prise. C'est risqué. Tout est risqué maintenant. On est au-delà du point de non-retour. Il avait raison. J'ai contacté Thomas, le journaliste. Lui ai donné tout le dossier, toutes les preuves, tous les témoignages. Tu es sûr? A-t-il demandé. Une fois que je publie, il n'y a plus de retour en arrière. Dubois va te détruire. Ou essayer. Il essaie déjà. Au moins comme ça, je me bats à découvert. D'accord.
Je publie demain. En ligne d'abord. Puis l'article complet dans l'édition papier de jeudi. Merci Thomas. Ne me remercie pas encore. Remercie-moi si on survit tous les deux. Le mercredi matin, l'article est sorti. En première page du site d'information économique, le plus lu du pays. Titre en gras, Laurent Dubois. L'investisseur providentiel aux méthodes douteuses. Enquête sur un prédateur financier. L'article détaillait tout. Les connexions avec la mafia russe, les entreprises détruites, les fondateurs ruinés, les montages financiers suspects. Mathieu Legrand témoignait, anonymement d'abord, puis dans une vidéo où il acceptait de montrer son visage. Son courage impressionnant. D'autres victimes ont commencé à sortir du silence. 1, 2, 5, 10. Un mouvement se créait. #DuboisGate. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Laurent a appelé à 9 heures. Voix glaciale. Tu viens de signer ton arrêt de mort professionnel. Non, je viens de me défendre. Nuance. Tu crois qu'un article de merde va me faire tomber? Tu es encore plus naïf que je pensais. L'article n'est que le début. Les autorités financières ont ouvert une enquête. Tes autres participations sont scrutées. Tes comptes offshore analysés. Silence. Court. Tendu. Tu vas le regretter. Toi, ta femme, ton entreprise, tout ce que tu as construit. Ma femme. Parlons-en justement. Quoi? Je sais. Pour vous deux, depuis des semaines, j'ai des preuves. Des enregistrements. Des photos. Tout. Nouveau silence. Plus long. Tu bluffes. J'ai envoyé un email contenant l'enregistrement de leur conversation sur le balcon. La transcription complète. Laurent a écouté. J'entendais sa respiration s'accélérer. Enregistrement illégal. Inadmissible en justice. Peut-être, mais admissible dans la presse. Admissible auprès de ta femme, auprès de tes partenaires, auprès de tout le monde. Tu n'oserais pas. Et c'est moi. Tente encore une action contre moi ou mon entreprise. Et je balance tout. Absolument tout. Tu seras non seulement un fraudeur financier, mais aussi un manipulateur, un séducteur de femmes mariées, un destructeur de famille. Tu me menaces. J'énonce des faits, comme tu aimes le faire. J'ai raccroché, main tremblante, cœur battant. Hier et Karim sont entrés, sourire aux lèvres. Les Américains viennent de signer. C'est officiel. 15 millions dans les caisses. Part diluée. Laurent passe sous les 20%. J'ai fermé les yeux, respiré profondément. Première manche gagnée. Le soir, je suis rentré chez moi. Chloé était là, assise sur le canapé. Valise à côté d'elle. Elle savait. Laurent lui avait dit, ou elle avait lu l'article. Devinez. Tu pars, ai-je constaté. Oui. Avec lui. Elle a secoué la tête. Non. Seule. Loin de vous deux. Loin de ce cauchemar. Tu pourrais rester, te battre, sauver notre mariage. Il n'y a plus rien à sauver, Maxime. Ça fait des mois, peut-être des années. Depuis quand tu ne m'aimes plus? Elle a réfléchi. Honnêteté brutale pour une fois. Je ne sais pas. Peut-être que je ne t'ai jamais aimé vraiment. Peut-être que j'aimais l'idée de toi, le potentiel. Mais l'homme que tu es devenu, je ne sais pas qui c'est. L'homme que je suis devenu. Tu veux dire l'homme que tes trahisons ont créé. Peut-être, ou peut-être que tu as toujours eu cette froideur en toi. Cette capacité à calculer, à manipuler. Comme Laurent finalement. Je ne suis rien comme lui. Vraiment. Tu viens de détruire sa réputation, sa carrière. Tu as enregistré illégalement nos conversations. Tu m'as espionné. Tu as monté un plan complexe pour reprendre le contrôle. Comment c'est différent? Parce que je me défends. Je ne suis pas l'agresseur. Je suis la victime qui refuse de mourir. Nous sommes tous des victimes, Maxime. Et tous des bourreaux, selon le point de vue. Elle s'est levée, a pris sa valise. Les papiers du divorce arriveront la semaine prochaine. Je ne demande rien. Pas d'argent. Pas de part dans l'entreprise. Juste ma liberté. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. De mentir, de jouer, de faire semblant. Je veux juste disparaître. Recommencer ailleurs. Être quelqu'un d'autre. Et Laurent? Laurent peut aller se faire foutre. Lui aussi m'a utilisé, manipulé. Nous sommes aussi toxiques l'un pour l'autre que vous et moi. Elle s'est dirigée vers la porte. S'est retournée une dernière fois. Je suis désolé, pour tout. Tu méritais mieux. Toi aussi probablement. Elle est partie. La porte s'est refermée. Et je suis resté là, seul dans cet appartement trop grand, trop vide, vainqueur d'une guerre que personne n'avait vraiment gagnée. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. L'enquête sur Laurent Dubois s'est intensifiée.
L'autorité des marchés financiers a gelé plusieurs de ses comptes. Ses partenaires ont commencé à prendre leur distance. Les conseils d'administration où il siégeait l'ont poliment invité à démissionner. Sa réputation, si soigneusement construite pendant des années, s'effondrait comme un château de cartes. Mais Laurent n'était pas du genre à abandonner facilement. 2 jours après le départ de Chloé, j'ai reçu la visite de 2 hommes. Costume sombre, visage impassible, cartes officielles, brigade financière. Monsieur Ferrand, nous avons quelques questions concernant votre entreprise. Des irrégularités comptables ont été signalées. Mon sang s'est glacé. Laurent, sa dernière carte, celle dont il avait parlé dans l'enregistrement. Quelles irrégularités? Factures suspectes, transactions non documentées, possible détournement de fonds. C'est ridicule. Mes comptes sont irréprochables. Alors vous n'aurez aucun problème à nous les présenter. Nous avons un mandat. Ils ont passé 3 jours dans mes bureaux. Ont épluché chaque document, chaque transaction, chaque contrat. Pierre était livide. C'est Laurent. Il a monté un dossier contre nous. Je sais, mais il ne trouvera rien. Parce qu'il n'y a rien à trouver. Et s'il a fabriqué des preuves, alors on les démonte, une par une. Maître Rousseau était là, présent à chaque interrogatoire, vérifiant chaque procédure, protégeant mes droits. Le 3e jour, les enquêteurs sont partis. Sans rien, sans accusation, sans charge. Tout est en ordre, ont-ils conclu. La plainte sembla fondée. Qui a porté plainte? Nous ne pouvons pas divulguer cette information. Mais entre nous, soyez prudents. Quelqu'un veut vraiment vous nuire. Je sais exactement qui. Après leur départ, j'ai appelé Laurent, directement. Fini de jouer. Belle tentative. Mais ça n'a pas marché. Sa voix était différente. Fatiguée. Moins assurée. Ce n'est pas terminé, Maxime. Loin de là. Si, c'est terminé. Tu as perdu. Accepte-le. J'ai perdu une bataille, pas la guerre. Il n'y a plus de guerre, Laurent. Il n'y a plus rien entre nous. Tu n'es plus actionnaire significatif. Tu n'as plus d'influence dans mon entreprise. Et bientôt, tu n'auras plus d'influence nulle part. Tu es vraiment content de toi. Tu as détruit ma réputation, volé ma femme, ta femme. Chloé n'a jamais été ta femme. Elle était la mienne. Et tu me l'as volée. Puis tu l'as jetée comme un Kleenex usagé. Elle n'était qu'un moyen pour une fin, comme toutes les autres. Et c'est exactement pour ça que tu es en train de tout perdre. Parce que les gens ne sont pas bons moyens. Ce sont des êtres humains, avec des émotions, des limites. Et tôt ou tard, ils se révoltent. Philosophie de comptoir, tu verras. Dans quelques années, tu seras exactement comme moi. Cynique, calculateur, impitoyable. Parce que c'est la seule façon de survivre dans ce monde. Non, je refuse de devenir toi. C'est justement tout l'enjeu. On verra. Il a raccroché. C'était la dernière fois que je lui parlais directement. Les mois suivants, j'ai regardé son empire s'effondrer. Lentement, méthodiquement. L'enquête financière a révélé des connexions encore plus sombres. Blanchiment d'argent, évasion fiscale à grande échelle, manipulation de marché. Laurent a été inculpé, puis jugé, puis condamné. 3 ans de prison. Amende colossale. Interdiction de gérer. Sa femme a divorcé, pris la moitié de ce qui restait. Ses enfants ont changé de nom, coupé les ponts. Il avait tout perdu. Exactement ce qu'il avait infligé à tant d'autres. La justice, imparfaite, tardive, mais justice quand même. Chloé, je ne l'ai jamais revue. Elle a disparu, vraiment disparu, changé de ville, de vie, de métier peut-être. Les papiers du divorce sont arrivés comme promis. J'ai signé sans lire vraiment. À quoi bon? Elle ne demandait rien. Prenait juste sa liberté, comme elle l'avait dit. Parfois, tard le soir, je pensais à elle, à nous, à ce que nous avions été, à ce que nous aurions pu être. Mais surtout, je pensais aux signes que j'avais manqués, aux conversations que nous n'avions jamais eues, aux distances qui s'étaient creusées silencieusement. Un mariage ne meurt pas d'un coup. Il s'étiole, lentement, imperceptiblement, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'habitude. Et l'habitude ne suffit pas. Mon entreprise a prospéré. Les investisseurs américains étaient sérieux, compétents, honnêtes. Nous avons doublé notre chiffre d'affaires en 1 an, ouvert des bureaux à l'étranger, recruté des talents. J'étais devenu l'entrepreneur à succès dont je rêvais. Riche, influent, respecté. Mais seul, Pierre me poussait à sortir, rencontrer des gens, des femmes, refaire ma vie. Tu ne peux pas rester enfermé éternellement. Je ne suis pas enfermé, je suis occupé. Tu es traumatisé, ce qui est normal.
Mais il faut avancer. J'avance. À ma façon. 1 an après le départ de Chloé, j'ai rencontré quelqu'un. Sophia, médecin, intelligente, indépendante, sans ambition démesurée, sans intérêt pour mon argent. Nous avons commencé doucement, prudemment. 2 personnes blessées qui testaient les os. Elle connaissait mon histoire. Tout le monde la connaissait. L'affaire Dubois avait fait les gros titres pendant des mois. « Tu as peur que je sois comme elle ?» m'a-t-elle demandé un soir. Nous dînions dans un petit restaurant. Loin du faste, de l'ostentation. Honnêtement, oui. Un peu. C'est compréhensible. Mais tu sais, les femmes ne sont pas toutes des manipulatrices. Comme les hommes ne sont pas tous des prédateurs. Je sais, intellectuellement. Mais émotionnellement. Émotionnellement, ça prend du temps. Et c'est normal. Je ne te presse pas. On va à ton rythme. Et ton rythme à toi. Mon rythme, c'est de construire quelque chose de vrai. Pas de parfait. De vrai. Avec des défauts. Des doutes. Des conversations difficiles. Mais vraies. J'aimerais ça. Alors, essayons. Nous avons essayé. Lentement, maladroitement parfois. Mais sincèrement. Sophia ne ressemblait en rien à Chloé. Là où Chloé était ambition et stratégie, Sophia était empathie et présence. Là où Chloé calculait, Sophia ressentait. Ce n'était pas mieux ou moins bien. C'était différent. Et cette différence me sauvait. 2 ans après l'affaire Dubois, j'ai reçu une lettre, envoyée depuis le sud de la France. Pas d'adresse retour, juste un prénom sur l'enveloppe, Chloé. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Sophia m'a surpris, la lettre à la main. « Tu veux que je reste pendant que tu la lis ?»« Non. Je pense que je dois faire ça seul. »« D'accord. Je suis dans le salon si tu as besoin. » J'ai ouvert l'enveloppe. Papier simple, écriture manuscrite. « Cher Maxime, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Tu as peut-être jeté l'enveloppe en voyant mon écriture. Et tu aurais raison. Je t'écris depuis un petit village près de Marseille. J'ai changé de nom, de vie. Je travaille dans une association d'aide juridique. Petit salaire, petit client, petit problème, tout l'inverse de ce que j'ambitionnais. Et tu sais quoi? Je suis heureuse, vraiment heureuse, pour la première fois depuis des années. J'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup de travail sur moi-même. J'ai compris des choses, sur moi, sur nous, sur ce qui s'est passé. Je n'étais pas juste une victime de Laurent. J'étais une participante active. J'ai fait des choix, mauvais, égoïstes, destructeurs, et je dois vivre avec. Je ne cherche pas ton pardon, je ne le mérite probablement pas. Je voulais juste que tu saches que je regrette, profondément, sincèrement. Tu étais un bon mari, patient, supportif, aimant, et je n'ai pas su le voir. J'étais trop absorbé par ce que je n'avais pas, parce que je voulais devenir. Laurent m'a offert un miroir déformant de moi-même, une version ambitieuse, impitoyable, gagnante, et j'ai voulu être cette personne, sans comprendre que c'était une illusion, un piège. Quand tout s'est effondré, j'ai touché le fond. Vraiment. J'ai pensé à tout arrêter, plusieurs fois, mais j'ai tenu, j'ai reconstruit, différemment, plus humblement. J'ai appris que le bonheur n'est pas dans la richesse, le pouvoir, la reconnaissance. Il est dans les petits moments, les gestes simples, les connexions vraies. Des choses que tu essayais de me montrer et que je refusais de voir. J'espère que tu vas bien, que ton entreprise prospère, que tu as trouvé quelqu'un qui te mérite, quelqu'un de mieux que moi. Sois heureux, Maxime. Tu le mérites plus que quiconque. Avec tous mes regrets, Chloé, j'ai relu la lettre 3 fois. Puis je l'ai rangée dans un tiroir. Sophia est entrée doucement. Ça va? Oui, ça va. Tu veux en parler? Peut-être. Un jour. Pas maintenant. D'accord. Elle m'a serré dans ses bras, et j'ai compris que j'avais vraiment tourné la page. 3 ans après l'affaire, j'ai croisé Laurent, par hasard, dans un café. Il sortait de prison. Libération anticipée pour bonne conduite. Il avait vieilli, beaucoup. Cheveux complètement gris, rides profondes. Costume bon marché, plus rien du magnat arrogant que j'avais connu. Il m'a vu, a hésité, puis s'est approché. Maxime, Laurent, silence gênant. Tu as l'air en forme. Toi, tu as l'air différent. Il a souri amèrement. 3 ans de prison changent un homme. Pour le meilleur ou pour le pire. Et toi, c'est pour le meilleur. Je ne sais pas encore. Je cherche. Un travail, une raison, un sens. Tu as de la famille? Plus vraiment. Ma femme est partie. Mes enfants ne me parlent plus. Mes amis ont disparu. Drôle comme les gens vous abandonnent quand vous tombez. Tu as fait la même chose à tant d'autres. Je sais.
C'est le karma, je suppose. Il a bu une gorgée de café, main tremblante. Je voulais te dire, je suis désolé. Pour tout. Pour Chloé. Pour l'entreprise. Pour les menaces. J'étais malade. Obsédé par le pouvoir, par le contrôle. Je détruisais tout ce que je touchais. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et parce que tu es la seule personne qui ait réussi à me tenir tête, à me battre, à gagner. D'une certaine manière, tu m'as libéré. Libéré de cette spirale toxique. Si tu n'avais pas riposté, j'aurais continué. Détruit encore plus de vies, y compris la mienne finalement. Je ne l'ai pas fait pour te sauver. Je ne l'ai fait pour me sauver. Je sais, mais le résultat est le même. Tu as arrêté un monstre. Moi, tu n'étais pas un monstre. Tu étais un homme qui a fait des choix monstrueux. Nuance importante. Philosophiquement peut-être. Mais les résultats sont les mêmes. Nous sommes restés silencieux un moment. Tu vas faire quoi maintenant? Ai-je fini par demander. Survivre. Essayer de réparer ce qui peut l'être. Peut-être aider d'autres entrepreneurs. Gratuitement cette fois. Mettre mon expérience au service du bientôt une fois. C'est audacieux, je sais. Probablement voué à l'échec. Mais il faut bien essayer, non? Oui, il faut essayer. Il s'est levé, m'a tendu la main, je l'ai serré, brièvement. Bonne chance, Maxime. Sincèrement. À toi aussi, Laurent. Il est parti, et je l'ai regardé s'éloigner. Cet homme qui avait failli me détruire, qui m'avait volé ma femme, mon investisseur, mon ennemi, devenu juste un homme brisé cherchant la rédemption. 5 ans après l'affaire, j'ai vendu mon entreprise. 100 millions d'euros. Exit réussi. Rêve d'entrepreneur accompli. Pierre et Karim ont pris leur part. Sont partis créer leur propre projet. Nous sommes restés amis. Frères de guerre liés par ce que nous avions traversé ensemble. J'aurais pu prendre ma retraite, vivre de mes rentes, profiter. Mais je me serais ennuyé. J'avais besoin de créer, de construire, de donner du sens. J'ai créé un fonds d'investissement. Différent, éthique, transparent, pour aider les jeunes entrepreneurs sans les dévorer. Tout ce que Laurent n'avait pas été, j'essayais de l'être. Sophia et moi nous sommes mariés. Petite cérémonie. Amis proches, famille. Rien d'ostentatoire. Elle était enceinte de notre premier enfant. Une fille. Nous l'avons appelée Emma. Tenir ma fille dans mes bras pour la première fois. Ce minuscule être humain qui dépendait entièrement de moi. Ça m'a transformé. Toute la colère, toute l'amertume, toute la rage que j'avais accumulée pendant des années, tout s'est dissous. Parce que cette petite fille représentait l'avenir, l'espoir, la possibilité de faire les choses différemment. Un soir, Sophia m'a surpris en train de regarder de vieilles photos. Mon mariage avec Chloé, notre entreprise à ses débuts. Laurent et moi trinquant au succès. Tu regrettes? A-t-elle demandé doucement. Non, pas vraiment. Tout ça m'a amené ici, à toi, à Emma, à cette vie, même la douleur, surtout la douleur. Elle m'a appris des choses que le succès ne m'aurait jamais apprises. L'humilité, la vigilance, la valeur des vraies collections. Tu es quelqu'un de bien, Maxime. Tu le sais ça. Je suis quelqu'un qui a survécu et qui essaie d'être meilleur chaque jour. C'est tout ce qu'on peut faire, non? Essayez. 10 ans après l'affaire Dubois, j'ai reçu un serre-part de décès. Laurent Dubois, décédé à 68 ans, crise cardiaque. Funérailles en petit comité. J'ai hésité longtemps, puis j'ai décidé d'y aller. Il y avait une dizaine de personnes, famille lointaine, quelques connaissances, personne d'important, personne des cercles qu'il avait fréquentés. Après la cérémonie, une femme s'est approchée, la cinquantaine, élégante malgré le deuil. Vous êtes Maxime Ferrand? Oui, je suis Catherine, une amie de Laurent, des dernières années. Il parlait souvent de vous. Vraiment? Il disait que vous étiez l'homme qui lui avait sauvé la vie. Paradoxalement. Comment ça? En le forçant à s'arrêter, à tout perdre, à se reconstruire. Il disait que les dernières années avaient été les plus honnêtes de sa vie, les plus vraies. Je ne savais pas. Elle a souri tristement. Il a fait des choses terribles, à vous, à d'autres, mais il a essayé de réparer, à sa manière, discrètement. Il a aidé plusieurs entrepreneurs en difficulté, gratuitement, anonymement, comme pour compenser. C'est surprenant. Les gens changent, parfois, quand ils touchent vraiment le fond. Nous avons échangé encore quelques mots, puis je suis parti. En conduisant, j'ai pensé à cette histoire, à tous ses protagonistes, aux leçons apprises. Laurent, le prédateur devenu mentor repentant. Chloé, l'ambitieuse devenue humble travailleuse sociale. Moi, l'entrepreneur naïf devenu investisseur vigilant. Nous avions tous changé, évolué, survécu, parce que c'est ça finalement la vie, une succession de trahisons et de rédemption, de chutes et de reconstruction, d'amour perdu et retrouvé,
Ce soir-là, en rentrant chez moi, Sophia m'attendait. Emma, maintenant 10 ans, faisait ses devoirs. Notre deuxième fille, Louise, jouait avec ses poupées. Vie normale, simple, vraie, exactement ce dont j'avais besoin. Maxime, tu es pensif, a remarqué Sophia. Je pensais à tout le chemin parcouru, à tout ce qui s'est passé. Des regrets? Non, plus maintenant. Juste de la gratitude. Pour cette vie, pour vous, pour avoir survécu. Elle m'a embrassé, les filles ont ri, et j'ai compris que j'avais enfin trouvé ce que je cherchais. Pas le succès, pas l'argent, pas la revanche, juste la paix. La paix de savoir que malgré les trahisons, malgré les mensonges, malgré les tentatives de destruction, j'avais survécu, reconstruit, prospéré, et cette paix valait tout l'or du monde. 15 ans après l'affaire, je donnais une conférence à une école de commerce. Sujet, l'éthique en entrepreneuriat. Un jeune étudiant a levé la main. Monsieur Ferrand, si vous pouviez revenir en arrière, que feriez-vous différemment? J'y réfléchis longuement. Je communiquerais mieux avec ma femme. J'écouterais les signaux d'alarme. Je choisirais mes partenaires plus soigneusement. Je mettrais des garde-fous dès le début. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr que j'aurais pu éviter ce qui s'est passé. Parce que certaines leçons ne peuvent être apprises qu'en les vivant, aussi douloureuses soient-elles. Vous ne regrettez pas? Je regrette la douleur causée, à moi, à d'autres, mais je ne regrette pas d'avoir survécu, d'avoir appris, d'être devenu qui je suis aujourd'hui. Les étudiants ont applaudi, et je suis rentré chez moi, vers ma vraie vie, ma vraie famille, mon vrai bonheur, construit sur les ruines de ma première vie, mais tellement plus solide, tellement plus vrai, parce que j'avais découvert quelque chose d'essentiel. On peut perdre son entreprise, son argent, sa réputation, mais tant qu'on ne perd pas soi-même, tant qu'on reste fidèle à ses valeurs, à son intégrité, on peut tout reconstruire. Et cette reconstruction est souvent plus belle que l'original, parce qu'elle est authentique, méritée, consciente, et aucun Laurent Dubois du monde ne peut vous enlever ça.